Merci beaucoup. Donc, Jean-Paul, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir parler de beaucoup de choses dont tu as parlé. Tu as dit que j'allais parler de certaines choses. En fait, c'est Hélène qui m'a proposé ce sujet général et je lui ai demandé, mais de quoi je vais parler? Ben, tu racontes ce que tu veux. Et donc, le problème que j'ai tous les jours, quand je regarde les polygraphies chez ces patients, ce sont les événements centraux. Que le patient ne soit pas ventilé ou ventilé. Et donc, mon approche physiologique est de relire finalement des vieilles choses pour comprendre des choses nouvelles qu'on découvre chez ces patients. Donc, je vais vous présenter des choses très basiques de physiologie. Donc, je vous rappelle un système autorégulé, c'était une boucle fermée. C'est ce qu'on décrit en général dans le contrôle de la ventilation. Et là, ici, c'est un exemple que j'ai récupéré sur le contrôle de la glycémie. Eh bien, donc, il y a une valeur de référence. Voilà, la valeur de référence. Donc, ici, ça aurait été la glycémie. Ou, par exemple, si c'est dans un appartement, la régulation de la température dans une pièce, eh bien, pour que cette température reste constante, il y a donc des capteurs d'information qui permettent de contrôler cette température en permanence. Une commande qui est en fait un interrupteur simple on-off du radiateur et l'effecteur qui est le radiateur et qui va corriger, s'arrêter s'il fait trop chaud ou remarcher s'il fait trop froid. Eh bien, dans le contrôle de la ventilation, la boucle principale, c'est celle qui va réguler la PCO2. Et pour que cette pression en CO2 soit constante, il faut faire varier la ventilation. Donc je vous rappelle qu'elle peut être multipliée par 10 entre le sommeil et l'exercice, avec une PCO2 qui varie très peu, parce que derrière, il y a le pH. Et donc pour ça, il y a des capteurs d'information qui sont donc les chémorécepteurs périphériques sensibles au PCO2, mais aussi au pH et à la PO2, et puis des chémorécepteurs centraux situés au niveau des centres respiratoires qui sont dits sensibles au CO2, mais en fait ils sont sensibles au pH, mais comme c'est le CO2 qui passe la barrière hématoménagée, eh bien ça dépend essentiellement du CO2. Les centres respiratoires vont contrôler les muscles respiratoires et induire une ventilation qui sera plus ou moins efficace selon les propriétés mécaniques du système respiratoire et la force des muscles, comme vous l'a décrit Jean-Paul. Donc c'est l'effecteur, et évidemment, l'objectif est de rétablir la PaCO2. Alors, cette boucle est relativement simple. Alors évidemment, c'est très simplifié parce qu'il y a d'autres récepteurs, comme les mécanorécepteurs bronchiques, dans le fameux réflexe d'Ehrenbroer, d'autres informations multiples, mais c'est un modèle relativement simple. Et donc dans ce modèle, il y a donc le centre de commande et l'effecteur. Et les deux vont interagir, et il peut y avoir des situations où ce système fonctionne mal. Par exemple, on peut imaginer qu'on a un gros radiateur dans une petite pièce, et donc quand on allume le radiateur, il va chauffer très haut, la température va monter très vite, et la pièce étant petite, cette température monte très vite, et le radiateur a une certaine inertie qui fait que la température va changer en permanence et ne va pas être constante. Et bien là, c'est un peu le même principe. Donc Jean-Paul vous a parlé de la réponse ventilatoire au CO2, et on peut appeler ça... Pardon. Ah, zut. Je fais tout en même temps. On peut appeler ça le contrôleur gain, donc le système chémoréflexe, et qui est d'autant plus efficace que cette pente augmente, c'est-à-dire qu'il stimule finalement la ventilation, c'est le CO2 qui stimule la ventilation, et puis l'efficacité de l'effecteur, que Jean-Paul vous a décrit également, qui est cette fameuse hyperbole qui est constante dont la PCO2 et la ventilation changent lorsque la VCO2 est constante. Donc, lorsque ces deux paramètres sont très augmentés, on est dans une situation où il peut y avoir une instabilité ventilatoire, comme on va le voir. Donc, on le décrit en calculant ce qu'on appelle le loop gain. C'est la multiplication du contrôleur gain et du plan de gain, contrôleur gain étant ici, plan de gain étant là. Et en fait,
c'est une valeur qui multiplie finalement ces deux pentes et donc qui n'a pas qui est une valeur sans carotte ni patate, puisqu'on a VE sur VE et PCO2 sur PCO2. Alors, Jean-Paul vous a montré aussi cette réponse ventilatoire qui change au cours du sommeil. Et si on veut voir les choses plus précisément, eh bien, on voit qu'il y a donc, dans cette boucle de régulation des éléments qui peuvent varier, donc les muscles respiratoires, les voies aériennes dont les résistances peuvent changer, et puis le système d'échange gazeux avec l'alvéole et sa vascularisation. Eh bien, pour aller très vite, au cours du sommeil, voilà ce qui se passe. Le premier élément important, c'est qu'on voit que la ventilation diminue, la PaO2 et la PCO2 donc s'altèrent un peu, c'est-à-dire que la PCO2 augmente. Une PCO2 à 45 mm de mercure au cours du sommeil peut être considérée comme normale jusqu'à 45, alors qu'elle est considérée comme anormale au cours de la veille. Et paradoxalement, eh bien, on a un travail respiratoire qui augmente. Donc une stimulation finalement de la ventilation qui augmente du fait, en grande partie, de l'augmentation des résistances et des résistances des voies aériennes supérieures. Donc tous ces travaux ont bien montré que les choses se modifient et au total, la réponse ventilatoire diminue, la PCO2 augmente, mais pour un travail respiratoire augmenté. Donc la situation mécanique est moins intéressante au cours du sommeil. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on rajoute un ventilateur? C'est la question qu'on peut se poser. Alors ce ventilateur, il peut être sous la dépendance des centres respiratoires. Par exemple, si c'est l'effort du patient qui va déclencher le ventilateur, et donc il va agir comme un muscle extrinsèque supplémentaire au muscle respiratoire, ou alors ce ventilateur est en situation contrôlée, et donc là encore, il va agir comme un muscle, mais complètement indépendant, et qui va obligatoirement modifier cette boucle de régulation. Alors l'exemple que je vous présente, c'est celle de Dempsey, qui est relativement ancien, où en fait, vous voyez ici, il ventile avec une pression qui est relativement basse, et brutalement, il augmente la pression de plusieurs centimètres d'eau pour induire une hypocapnie. Vous avez le CO2 expiré, qui est un reflet de la pression artérielle en CO2, et qui diminue très, très nettement. Et ceci entraîne une apnée plus ou moins prolongée. Il recommence ici, on a une apnée plus ou moins prolongée. Donc en entraînant une hypocapnie, on induit un seuil d'apnée comme si finalement la courbe descendait jusqu'à la valeur 0 ici et que la ventilation s'arrêtait. Donc voilà comment on peut créer par exemple une apnée en atteignant un seuil de capnie qui crée cette apnée. Alors ce seuil de capnie, il est plus bas évidemment que le seuil de CO2 de pnée, et on appelle le delta correspond à la réserve de CO2 qu'on a ici, qu'on peut aussi mesurer ici, c'est à peu près équivalent. Et évidemment, plus la réserve est grande, meilleure sera la stabilité respiratoire. C'est-à-dire que quand on va altérer finalement la ventilation, par exemple en hyperventilant, eh bien, plus ce delta sera grand, plus le patient évitera de faire une apnée. En revanche, plus ce delta est petit, plus l'apnée est possible. Alors, un élément important, c'est que, ça c'était au cours du sommeil, lorsque vous faites une hyperventilation volontaire et que vous demandez à un sujet d'arrêter, eh bien, on s'aperçoit qu'il continue à hyperventiler, et donc il y a une espèce d'inertie du contrôle de la ventilation, une espèce de réponse lente. C'est ce qu'on observe aussi à l'inverse au cours de la ventilation mécanique. Vous avez ici un sujet à l'état basal, l'électromyographie diaphragmatique, la ventilation, le CO2 expiré, ventilation spontanée. Vous le mettez en ventilation contrôlée, vous allez faire baisser la capnie et finalement il n'a plus d'activité inspiratoire, c'est ce que vous voyez ici. Et lorsque vous arrêtez le ventilateur, eh bien l'apnée persiste, même si la PCO2 remonte au-dessus de la valeur initiale. J'ai oublié de vous dire que donc on a créé une hypocapnie et on fait une allée du CO2 pour amener
la valeur à la valeur de PCO2 normale, et on voit que le sujet reste apnéique sous ventilation mécanique. Il y a probablement d'autres mécanismes, en particulier mécaniques, par exemple le réflexe d'Ehring-Breuer, qui peut expliquer le maintien de l'absence d'activité malgré le fait qu'on retourne à une PCO2 normale. Et vous voyez que la réponse est très lente. Il faut qu'il y ait une hypercapnie qui dure pour que le patient reprenne le sujet ou le patient reprenne une ventilation. Alors, reprenons cette histoire de loop gain, où finalement, quand les pentes sont trop importantes, eh bien, ça va créer une instabilité ventilatoire. Alors, imaginons que ce loop gain soit égal à 1, c'est-à-dire que delta VE sur delta PCO2 sur delta PCO2 sur delta VE sur ces deux courbes, finalement, soit égal à 1, soit inférieur à 1, pardon, eh bien, ça revient à dire que, par exemple, ici, on génère une hyperventilation, et comment vont répondre les centres, une hypoventilation, pardon, excusez-moi, comment vont répondre les centres? Ils vont hyperstimuler la ventilation, et vous avez une valeur qui descend au-dessous de la ventilation de base et une valeur qui va monter au-dessus. Si celle qui monte au-dessus est inférieure à celle qui a descendu auparavant, et inversement ici, lorsqu'on redescend, c'est inférieur à celle qui est au-dessus, ça veut dire que le loop gain est inférieur à 1, et cette situation va permettre de restabiliser la ventilation. En revanche, si le loop gain est égal à 1, eh bien, on a une oscillation permanente de la ventilation, comme vous pouvez le voir ici. Et si c'est supérieur à 1, eh bien, on va se retrouver dans une situation où on va créer des apnées et une respiration de Cheyne-Stokes. C'est ce qu'on voit ici. Par exemple, ici, vous avez eu une augmentation de la ventilation de 5 litres minute. Le coup d'après, c'est 6 litres minute. Donc, ça fait un loop gain d'un 2, donc supérieur à 1. Et on se retrouve dans une situation où des apnées apparaissent. Alors, quand il y a des apnées, évidemment, là, on ne peut pas mesurer le loop gain. On sait qu'il est supérieur à 1, mais on ne peut pas avoir une mesure précise. Ceci dit, il y a une modélisation qui peut être faite si on considère que c'est une courbe sinusoïdale, la respiration de Cheyne-Stokes, et qu'il y a un cycle permanent avec une période de ventilation et une période d'apnée. On peut mesurer ce qu'on appelle le duty ratio, c'est-à-dire cette durée de ventilation sur le cycle. Et ce duty ratio, eh bien, il peut être proportionnel au loop gain qu'on peut voir ici, et on peut recalculer le loop gain par cette formule en considérant que cette courbe est sinusoïdale. Alors ceci peut être très, je dirais, théorique, mais il est intéressant parce qu'il peut permettre, par exemple, je vous donne un exemple, mais il y a plusieurs papiers, voilà une situation où on traite des patients, on titre par PPC les apnées obstructives et persiste des apnées centrales, c'est ce qu'on voit très fréquemment, et on sait que si on réévalue le patient quelques temps après, par exemple un mois, pour certains patients, le nombre d'apnées par heure de sommeil centrale va diminuer. Et on peut prédire cet élément en mesurant justement ce loop gain. Plus il est loin de la valeur de 1, plus le risque d'apnée centrale va perdurer, alors que c'est moins le cas, par exemple chez les répondeurs ici, où ce loop gain est plus bas. Donc on peut prédire finalement les patients qui vont maintenir des apnées centrales lorsqu'on adapte les patients sous CPAP. Alors, un élément important, c'est quels sont les facteurs qui vont favoriser les événements centraux. Alors ici, vous avez toujours la courbe hyperbolique, mais on l'a inversée, hein, c'est-à-dire que la ventilation alvéolaire est maintenant ici et la PCO2 est maintenant là, alors que c'était dans l'autre sens, mais ça ne change rien. Mais ça permet d'associer la réponse ventilatoire au CO2 sur cette même courbe. Et donc on voit ici que lorsque le patient est hypercapnique, on est plutôt donc dans cette zone-là, alors que quand il est hypocapnique, il est plutôt dans cette zone-là. Et donc on voit que lorsqu'on est en hypercapnique, cette pente est moins grande que là, et on est plus proche du seuil, je dirais, d'apnée pour la PCO2. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'atteindre le seuil d'apnée ici que là. Et donc, tout patient hypercapnique est susceptible, finalement,
de faire des apnées centrales parce qu'il est dans cette zone-là et que c'est beaucoup plus facile d'atteindre ce seuil pour une pente de réponse ventilatoire au CO2 identique. Alors, donc, dans cette étude, eh bien, Dempsey a pu montrer qu'en situation d'acidose métabolique, eh bien, vous voyez, on crée des apnées pour des réserves de CO2 assez importantes, alors que quand on est en alcalose métabolique, eh bien, les apnées apparaissent beaucoup plus précocement pour des réserves de CO2 2 fois moins grandes. Donc, je rappelle, par exemple, certains utilisent l'acétazolamide, le Diamox, hein, qui permet de faire uriner des bicarbonates pour justement mettre les sujets en acidose métabolique, et il a été démontré que ça traitait très bien les apnées centrales. Ceci dit, ça entraîne des effets secondaires, c'est pour ça que ce n'est pas utilisé de manière courante, c'est un peu compliqué. Il faut savoir que certains alpinistes l'utilisent aussi pour éviter ces apnées centrales en altitude. Alors, un autre élément important, et ça Jean-Paul vous l'a dit, c'est-à-dire que lorsque les sujets sont hypoxémiques, eh bien, la réponse ventilatoire au CO2 va être modifiée parce qu'il y a une synergie de l'hypoxémie et de l'hypercapnie sur les chémorécepteurs. Et vous voyez que donc là, ici, l'exemple, eh bien, cette pente va se déplacer vers la droite et donc on va pouvoir créer des apnées pour des seuils de CO2 ou des réserves de CO2 beaucoup plus basses. C'est ce qu'on voit ici. Et donc, dans la même publication de Dempsey, eh bien, en créant une hypoxémie, ils ont pu déclencher des apnées pour des réserves de CO2 beaucoup plus basses que précédemment. Alors, on a vu ces éléments. Un autre élément important, c'est les micro-éveils. En effet, ces éveils, au moment des apnées centrales, surviennent en général, pas au moment où il y a une reprise, mais au moment de l'hyperventilation. En effet, on sait maintenant, enfin depuis plusieurs années, que les micro-éveils lors des apnées, qu'elles soient obstructives ou centrales, sont déclenchés par l'hyperventilation. En effet, il y a certaines études qui ont testé chez les mêmes sujets l'effet de l'hypoxémie au cours du sommeil, l'effet de l'hypercapnie, des stimulations de la ventilation par des médicaments, ou alors d'entraîner une obstruction des voies aériennes pour diminuer la ventilation. Eh bien, ils ont pu noter que, en fait, le sujet se réveille toujours pour le même effort. C'est-à-dire quand l'effort est trop important, ça réveille le sujet. Et donc, ce n'est pas l'hypoxémie ou l'hypercapnie qui réveille le syndrome d'apnée du sommeil, mais bien l'effort trop important. Et donc, ici, on voit bien que lors d'une respiration de Cheyne-Stokes, l'effort maximal, eh bien, c'est quand il y a une hyperventilation. Eh bien, ces micro-éveils vont pouvoir réaugmenter encore plus cette ventilation et faciliter cette instabilité ventilatoire. D'autant plus qu'ils agissent aussi sur, alors non seulement sur les centres respiratoires et la ventilation, mais sur les voies aériennes supérieures en levant l'obstruction et en entraînant une hyperventilation. Alors, voilà les 3 facteurs principaux. Il y en a bien d'autres, mais évidemment, je n'ai pas le temps. Un élément important, quelles sont les conséquences de ces événements centraux? Eh bien, ils sont promoteurs d'obstruction. Et c'est ce vieux papier qui le montre. Vous avez ici un sujet qui fait, vous avez l'électromyographie diaphragmatique, des hypoventilations, et qui sont centrales, puisqu'il y a encore, on voit une diminution de l'activité électromyographique du diaphragme, et ce sont donc des hypopnées centrales, et lorsqu'on mesure les résistances, on voit qu'elles augmentent. Alors après, il fait des apnées centrales, et là, on ne peut plus mesurer les résistances, puisqu'il n'y a plus d'écoulement. Et donc, très clairement, lorsque les centres respiratoires sont déconnectés, et qui diminuent le contrôle sur les muscles inspiratoires, ils diminuent aussi leur contrôle sur les muscles des voies aériennes supérieures et entraînent une instabilité finalement de ces voies aériennes supérieures. Et parfois, quand il y a une reprise, il y a une désynchronisation entre les deux. On peut voir par exemple des apnées ou des hypopnées mixtes, commençant par du central et terminant par de l'obstructif. Ce qui veut dire que très souvent, les voies aériennes supérieures sont fermées lorsqu'il y a des apnées centrales. Donc c'est un facteur favorisant d'obstruction.
Alors, on est dans un système de boucle qui s'auto-entretient. En effet, lorsqu'il y a une instabilité des centres respiratoires avec des micro-éveils, ça va entraîner des modifications de la PO2 et de la PCO2, des hypoxémies, une stimulation des catécholamines. Ça entraîne des complications secondaires avec des troubles cardiaques, etc. Et ça modifie l'activité des chemorécepteurs et il y a un auto-entretien de ces événements centraux. Alors, pourquoi vous embêter avec tout ça? Eh bien, je vais vous donner simplement un exemple, celui des blessés médulaires. Et puis, la problématique de la VNI. Alors, si vous avez vu récemment dans Chest un papier de Sankari qui parle des complications respiratoires des blessés médulaires, 2 minutes. On voit ici que ça entraîne une obstruction, voilà, parce que les gens prennent du poids, etc. Mais aussi que ça entraîne tous ces événements centraux, et en particulier liés à l'hypoventilation, et puis il y a tout le circuit qu'on a vu ici. Et Sankari s'appuie sur un papier relativement récent aussi, où il a comparé, en fait il y a très peu d'études sur les blessés médulaires, ceux qui ont une lésion cervicale et ceux qui ont une lésion thoracique, et il a pu noter que ceux qui avaient une lésion cervicale faisaient beaucoup plus d'événements centraux. Ici, vous avez donc le pourcentage de patients qui font des apnées, le pourcentage de patients qui font des chaînes stock et le pourcentage de patients qui ont un periodic breathing, comme on dit, une instabilité ventilatoire. Eh bien, c'est beaucoup plus fréquent que chez ceux qui ont une atteinte thoracique. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il a pu observer que chez ces patients, ils étaient plus hypercapniques la nuit, ceux qui avaient une lésion cervicale, que ceux qui avaient une lésion thoracique. Voilà. Donc je vais arrêter là puisque j'ai dépassé mon temps.